Merci pour cette invitation et puis pour cette journée extrêmement riche, hein. Pour moi, c'est vraiment un plaisir d'être sollicité à propos de curriculum, parce que c'est une vieille histoire en ce qui me concerne. Moi, on est, en Belgique, on est un peu aux marges de plusieurs mondes, hein, de monde francophone et puis d'autres mondes aussi. Donc, la notion de curriculum, moi, je l'ai introduite dans un cours au début des années 2000, où on se posait la question de donner un cours sur la conception des programmes. Et puis, on s'est trouvé plus malin d'utiliser le concept de curriculum, et ça a donné lieu à un bouquin chez Debook, mais c'était quelque chose qui était à mettre en place. Donc, ça, c'est le premier point. Alors, peut-être quelques éléments qui plaident en faveur du curriculum plutôt que du programme. J'ai entendu cela juste à l'instant, hein. Il y a une distinction entre les programmes tels qu'on les donne à nos enseignants et tels qu'ils pouvaient être. D'ailleurs, il y a quelques années où c'était une liste de matières. Maintenant, c'est plus tout à fait le cas. Il y a une inflation des programmes. Mais l'idée de curriculum, c'est aussi d'expliciter le contrat et de davantage expliciter le sens du contrat, les raisons pour lesquelles on fait. Donc ça ne se limite pas au programme, il y a sans doute d'autres documents autour du programme qui permettent de fixer les valeurs, les apprentissages à installer, les stratégies pédagogiques à développer, éventuellement les conseils sur les supports, les contenus matières, les résultats attendus, les modalités d'évaluation, et même, si on le fait bien, les modalités de gestion du curriculum, de comment on va le faire évoluer. Ça, c'est les différents éléments qui sont certainement constitutifs de quelque chose qu'on pourrait appeler un curriculum. Un des gros avantages, c'est l'explicitation. Vous savez qu'on est aussi dans le service que je dirige, pas mal orienté vers une approche explicite de l'enseignement, et pas simplement être plus explicite, mais d'avoir une réflexion sur l'explicitation, la visibilisation, et donc aussi le lien et l'amélioration du lien avec les différents bénéficiaires, que sont les élèves, les parents aussi. Le lien entre les enseignants qui sont souvent dans des cellules. On parle souvent, pour décrire nos modèles d'enseignement classiques, une approche cellulaire où chacun dans sa boîte, en quelque sorte. L'idée de curriculum, c'est aussi de mettre du lien entre ces boîtes et d'éviter, j'ai entendu d'ailleurs le terme en silo, oui, ben c'est pour essayer d'éviter aussi cette vision en silo où on a une approche essentiellement disciplinaire. Et on est en train, pour ce qui nous concerne, de réformer la formation initiale des enseignants. C'est extrêmement compliqué de faire dévier les recteurs et les responsables d'université d'une approche d'abord disciplinaire et puis petite couche de vernis pédagogique là-dessus. Donc, c'est quelque chose qui est extrêmement compliqué. Et si on ne le fait pas pendant la formation initiale, évidemment, si on n'a pas de documents curriculaires qui nous invitent à faire ces liens, ça va être extrêmement compliqué de faire autre chose que ce qu'on fait et qu'on ne fait sans doute pas très bien, c'est-à-dire un enseignement extrêmement parcellisé, dont les enseignants ne voient pas le sens et les élèves non plus. Donc, je crois que c'est la notion de sens est essentielle. Ça suppose aussi d'articuler une réflexion didactique. Alors, la réflexion disciplinaire, pour moi, et en tout cas telle que je la vois chez nous, ce n'est pas une réflexion didactique, c'est une réflexion disciplinaire. C'est-à-dire, on ne va pas jusqu'au bout de la réflexion, de savoir savant qu'on a appris, qu'on a développé comme expert, pour en faire des choses qui sont appréhendables par les élèves. On le fait trop rarement. Et je ne parle pas de la réflexion pédagogique qui doit s'y ajouter. Il y a évidemment toute la réflexion sur le commun, le général et le particulier qui a été abordée, hein. Qu'est-ce qui doit être fait par tous et qu'est-ce qui peut être très spécifique, avec le risque évidemment d'un émiettement. Hein, on a les semaines 2, les éducations A, etc., qui viennent s'ajouter, et on a aussi dans un certain nombre de documents qu'on peut consulter, cette espèce d'emboîtement où on n'enlève rien et on rajoute des couches en permanence, ce qui fait que le défi, il est à peu près intenable, même pour un enseignant ou pour une équipe enseignante pleine de bonne volonté. Donc il y a aussi cette réflexion de l'économie générale. Le curriculum, la réflexion sur le curriculum, c'est aussi une réflexion sur le temps. Comment peut-on agencer ça? Et c'est une des choses les plus difficiles pour les enseignants, je pense. Moi, je m'occupe aussi de formation initiale d'enseignants, de faire une planification, alors une planification hebdomadaire, une planification annuelle et une planification pluriannuelle. Alors, c'est quelque chose qui est certainement extrêmement complexe et qu'on peut d'ailleurs, à mon sens, pas confier à un enseignant de terrain. C'est quelque chose qui déborde très largement et qui nécessite cette coordination, sauf à avoir des équipes pédagogiques qui réfléchissent à l'ensemble de plusieurs années, l'organisation, etc., ce qui est possible, hein. Je sais pas impossible, mais ce n'est pas la majorité des situations, et donc il est utile, je pense, d'avoir bien réfléchi au curriculum et à l'organisation et temporelle et organisationnelle.
On a vu évidemment que dans les matières, et Bernard l'a bien souligné, on peut voir apparaître, mais on l'a vu aussi ailleurs, il y a les matières classiques qu'on enrobe parfois, qu'on va regrouper, hein, sciences et technologies avec les mathématiques. On pourrait faire les mathématiques séparément, mais chez nous, le choix était d'emballer cela ensemble, par exemple, de nouvelles matières, l'orientation, l'esprit d'entreprendre, etc. Des idées qui sont aussi, à mon sens, intéressantes de parcours qui dépassent l'année d'études. Alors encore plus, il est nécessaire d'avoir une réflexion sur comment on va articuler ces parcours. Je pense au parcours artistique, d'éducation artistique et culturelle, et je pense que ça existe chez vous aussi en France. On ne l'a pas inventé par chez nous. Mais donc, si ça s'articule sur plusieurs années et que ça s'articule avec des partenaires externes, alors il y a intérêt à bien y réfléchir. Et comment va-t-on faire tout ça? On est aussi dans une perspective aujourd'hui, en quittant la prescription disciplinaire, on est aussi face à une société qu'on peut appeler liquide. Il y a plein de façons d'appeler notre société, mais les certitudes sont évidemment beaucoup plus faibles aujourd'hui sur comment va évoluer la société, et donc quelles sont ces fameuses compétences transversales qui seraient utiles. Donc il y a évidemment une réflexion importante, et il y a réflexion et il y a légitimation, c'est-à-dire qui va dire ce que ça devrait être alors qu'on n'est pas sûr que ce sera comme ça. C'est malheureusement pas nécessairement non plus les chercheurs qui ont la réponse à ça pour dire assurément c'est vers ça qu'on va aller. Donc il y a aussi une réflexion par rapport à ce qu'il faut enseigner, ce qui m'amène aussi à peut-être distinguer dans l'approche curriculaire le quoi et le comment. C'est quelque chose qui chez nous en Belgique est arrivé, je dirais un peu par la force des choses, parce que nous avons un État, nous avons des communautés qui sont responsables, comme l'a bien expliqué Bernard, mais il y a aussi des pouvoirs organisateurs qui peuvent décider. Et nous avons la liberté à la fois de choisir nos écoles, et dans les écoles, il y a une liberté pédagogique pour les enseignants, mais une liberté pédagogique aussi pour les structures elles-mêmes. Et donc, la façon de départager les choses, c'est de dire le quoi, c'est les tâches, je pourrais dire d'une certaine manière, qui disent qu'on apprend, ce qui est légitime d'apprendre, et le comment, c'est là que se niche la liberté professionnelle de l'enseignant qui va faire, qui va choisir ses techniques, ses méthodes, mais aussi la liberté des pouvoirs organisateurs qui peuvent donc contribuer à cela. Donc c'est aussi important de savoir qui est légitime à faire quoi, et là, on commence chez nous tout doucement à avoir une clarification de cette notion de liberté, ce qui permet d'éviter que la liberté pédagogique des méthodes ne se transforme en la liberté de choisir ce qu'on enseigne ou pas. Ce qui, à mon sens, n'est pas dans la liberté académique des universitaires non plus. L'idée de... Vous avez pointé aussi la notion de discrimination positive. Bon, je préfère parler d'éducation prioritaire. C'est évidemment un domaine essentiel. Je me suis pas mal préoccupé d'éducation prioritaire sous l'angle de l'attribution des moyens spécifiquement, mais il est d'autant plus important d'avoir un curriculum que les risques existent d'avoir des dérives curriculaires et que finalement, à certains endroits, on fasse tout autre chose et à d'autres endroits, on s'intéresse au savoir valorisé par le système. Donc, c'est aussi important d'être au clair sur ce qui doit effectivement être enseigné et que le contrat soit clair partout. On ne fait pas de l'occupationnel à certains endroits et de la bonne éducation scolaire à d'autres. Je crois qu'il faut vraiment pouvoir éviter ce genre de choses, notamment en mettant en évidence ce qui est attendu. Et je pense que moi, ce qui m'a beaucoup fait réfléchir là-dessus, c'est notamment un bouquin de Chauveau, hein, se réussir en ZEP. Je crois que c'est aussi important de dire réussir en ZEP, il faut savoir ce qu'on veut quand on veut réussir en ZEP. C'est pas faire de l'occupationnel, c'est pas faire du socioculturel, c'est pas compenser des handicaps, c'est réfléchir à ce qu'on fait et peut-être profiter de l'éducation prioritaire pour en faire aussi un laboratoire intéressant et une école réellement populaire. Si j'essaye de passer à travers ce que j'ai pu noter dans une journée, l'idée des niveaux de curriculum, moi aussi, me semble un avantage important. La littérature, la sociologie du curriculum me semble aussi un point utile pour lire ce qui se passe entre le curriculum effectivement officiel, le curriculum que mettent en œuvre les enseignants, ce qu'ils font vraiment, et puis ce que les élèves apprennent, qui n'est sans doute qu'une partie de ce qu'ils vont enseigner, et puis tout l'intérêt pour le crypto-curriculum, hein, le curriculum caché, tout ce qu'on enseigne sans le dire, y compris les savoir-faire, les savoir-être, etc. Et donc, je crois qu'on a aussi bien intérêt à s'alimenter dans ces types de recherches si on veut améliorer nous-mêmes notre façon de faire ou améliorer le système. Se pose la question, évidemment, de l'ouverture du curriculum. Jusqu'où est-ce qu'on peut ou non modifier les choses, quelles sont les marges de manœuvre, quels sont les intérêts particuliers qu'on peut avoir dans les projets d'établissement. Par exemple, on incite
les établissements avoir des projets d'établissement, en quoi ces marges qu'on ouvre, qui sont liées aux spécificités du terrain, du public, etc., contribuent au curriculum général, hein, aux apprentissages nécessaires, etc. Je crois que c'est aussi une question importante. Dans les préoccupations, je crois qu'il y a aussi la notion de temps. Le curriculum s'inscrit dans le temps. Bernard, pour le citer encore, a montré comment le Belge n'est pas révolutionnaire, à part lui, hein, donc, et combien il prend du temps pour changer les choses, et le nombre d'années. Alors ça énerve, hein, ça peut énerver, mais d'un autre côté, c'est un peu normal. La révolution, on ne peut pas la faire tous les jours, pas l'institutionnaliser à mon sens. Et si on veut vraiment avoir un travail en profondeur, il faut au moins laisser les élèves faire un parcours et ne pas les bousculer tout le temps. Il faut aussi ne pas bousculer les enseignants tout le temps, hein. Ils se plaignent d'être souvent bousculés et il faut qu'on se donne le temps de les former. Parce inutile de faire de nouveaux curriculums si on n'a pas le temps de les former à ces nouveaux curriculums. Donc, ça veut dire problème de formation initiale, et puis il faut problème de formation continue aussi, si on veut pouvoir, fonctionner. Oui, ça a aussi été évoqué parfois, mais il y a la gestion des apprentissages, des contenus, et puis il y a la gestion des comportements, des savoir-être. Je crois que c'est aussi important de pouvoir articuler ces deux choses dans un curriculum bien fait. Il y a certainement ces deux aspects sont traités. Et j'en arrive à la fin. Oui, pour insister sur l'idée de gestion de la classe, par exemple, des comportements, on fait souvent l'impasse et on se dit, bah, finalement, ça, c'est des choses normales. On sait faire, on ne va pas enseigner comment on va utiliser telle chose, comment on va s'exprimer en classe, comment on va se partager la parole. Or, c'est bien des choses qui font débat et qui, pour certains élèves, ne sont pas comme des allants de soi. Utiliser les infrastructures, respecter les infrastructures, savoir comment se comporter avec des adultes, d'autres pères, etc. C'est des choses qui s'apprennent. Sinon, il ne faut pas s'étonner que certains ne sachent pas le faire. Il ne faut pas alors les pénaliser parce qu'ils ne le font pas bien. Si on ne l'a pas enseigné, bah, c'est normal qu'on ne l'ait pas appris. Donc, je crois que c'est aussi quelque chose qui rejoint notre préoccupation à nous, ici, pour l'explicitation des éléments scolaires. Et poum poum. Oui, peut-être un petit point sur approche programme. C'est vrai que nous, on a intérêt sans doute à utiliser curriculum, mais on peut retrouver je pense, en Amérique du Nord francophone, l'idée d'approche programme qui rejoint assez bien cette notion de curriculum. Donc, parfois, on utilise programme, mais c'est sans doute pas au sens de liste des matières, c'est pas du tout au sens de liste des matières, c'est dans le sens d'un programme qui inclut différents cours et qui vise, par exemple, une formation professionnelle dans un secteur donné, ou une formation universitaire, etc. Donc, je crois qu'on peut retrouver, le programme peut être aussi utilisé parfois de cette manière-là, et ce n'est sans doute pas très lointain de curriculum. Désolé d'avoir un peu cavalé pour essayer de rattraper le temps, mais j'ai fait un petit parcours comme ça, au pas de charge, en fin de Merci. journée. Voilà.